Bonjour à tous et bienvenue sur cette troisième et dernière vidéo du chapitre. Alors, pour commencer, un rappel de la séance précédente. Vous avez donc pu observer au microscope une coupe transversale d'un nerf ou une coupe longitudinale d'un nerf. Sur la coupe transversale, vous avez pu identifier des structures circulaires qui sont les fibres nerveuses. Sur la coupe longitudinale, ces structures n'étaient pas circulaires mais allongées. Et vous avez appris que les fibres nerveuses sont constituées des axones des neurones. Nous allons donc aujourd'hui nous intéresser à la communication entre les neurones. Pour ce faire, je vais vous demander, à la suite du bilan du grand 3, de laisser une feuille de libre, uniquement le recto. Nous pourrons coller ici vos dessins d'observation ainsi qu'une correction. À la suite de cette feuille libre, vous me notez grand 4, la communication entre les neurones. Problème, comment les neurones peuvent-ils communiquer entre eux? Les neurones ne sont pas indépendants les uns des autres. Ils sont liés et forment des chaînes de neurones qui elles-mêmes associées forment des réseaux de neurones. Comme vous pouvez le voir sur l'image à gauche, vous avez une observation d'un réseau de neurones. Sur l'image de droite, vous avez un schéma d'une chaîne de 2 neurones. Le message part du premier neurone au niveau de ses dendrites. Il circule dans l'axone du premier neurone pour ensuite être transmis aux dendrites du second neurone via les terminaisons axoniques. Les neurones sont des cellules excitables qui reçoivent et transmettent des informations de nature électrochimique. Les dendrites reçoivent les informations et les axones les transmettent comme les fils d'un circuit électrique. Chaque neurone de votre corps peut recevoir et transmettre plusieurs informations. Nous estimons le nombre de liaisons entre les neurones à plus de 250 000. Mais alors, comment s'effectue la transmission des informations d'un neurone à l'autre? Comme vous pouvez le voir sur le premier schéma à gauche, les deux neurones sont liés par un espace que l'on nomme la synapse. Le transfert d'informations s'effectue donc au niveau des synapses. À ce niveau-là, les membranes plasmiques des deux neurones sont proches, mais elles restent séparées par un espace qui s'appelle l'espace synaptique. Vous pouvez voir cet espace sur le second schéma à droite qui correspond au zoom de la synapse. Les signaux électriques ne peuvent pas franchir un espace constitué de vide. Ils communiquent donc, les neurones, grâce à des substances chimiques que l'on appelle les neurotransmetteurs, aussi appelés neuromédiateurs comme sur votre schéma. Les neurones produisent ces neurotransmetteurs ou neuromédiateurs qui sont perçus par le second neurone qui est capable de les déchiffrer et de recréer un signal électrique. Si on observe un peu plus en détail le second schéma à droite, vous voyez que le neurone qui se situe au-dessus de la synapse est appelé le neurone présynaptique. Pré égale avant. Ce neurone transforme donc son message électrique en message chimique avec des neuromédiateurs. Ces neuromédiateurs sont capables de traverser la synapse et de venir se fixer sur les récepteurs du neurone qui se trouve après la synapse, aussi appelé neurone postsynaptique. Une fois les neurotransmetteurs fixés sur les récepteurs, le neurone postsynaptique transforme ce message chimique en nouveau message électrique.
Un petit point sur les effets des drogues sur le fonctionnement des synapses. Pourquoi certaines drogues sont-elles interdites en France? Si nous prenons par exemple le cas de la morphine, c'est une drogue qui est utilisée dans les hôpitaux pour diminuer la douleur des grands malades. La morphine est une substance chimique qui est capable d'imiter un neurotransmetteur dont le rôle est d'empêcher la transmission des messages douloureux. Utilisée à forte dose, les personnes qui la consomment ne ressentent plus aucune douleur. Ils deviennent alors complètement insensibles, mais aussi très addicts. Deuxième exemple de drogue, l'ecstasy. L'ecstasy empêche la recapture des neurotransmetteurs, ce qui signifie qu'ils restent libres entre les deux neurones au niveau de l'espace synaptique. Ceci engendre une transmission de nombreux messages qui procurent une sensation de plaisir. Sauf qu'après 4 heures, l'effet de l'ecstasy commence à diminuer, les neurotransmetteurs ne sont plus libres dans l'espace synaptique, et alors s'ensuit un épisode de dépression profond, puisque le corps a l'impression d'être en manque de plaisir. Je vous laisse donc maintenant prendre votre stylo rouge pour noter le bilan. Les neurones ne sont pas indépendants les uns des autres. Ils forment des chaînes de neurones et ensuite des réseaux. Les dendrites reçoivent les informations des neurones voisins. L'axone transmet cette information, comme les fils d'un circuit électrique, et les terminaisons axoniques transforment le message électrique en message chimique au niveau des synapses. Les signaux électriques ne peuvent pas franchir l'espace entre deux neurones. Ils doivent donc être transformés en substances chimiques qui sont appelées les neurotransmetteurs. Le neurone qui se trouve après la synapse, entre parenthèses post-synaptique, reçoit les neurotransmetteurs et les retransforme en messages électriques. Les drogues modifient le fonctionnement des synapses en modifiant les neurotransmetteurs. C'est pour cela qu'elles sont très dangereuses et très addictives.